The Battle of Los Angeles. Bonjour. Petite bataille à distance pour l'instant, hein, mais qui pourrait éventuellement devenir une bataille plus rapprochée. Tout à fait. Dans un futur pas si lointain. Pas si lointain, hein. Tout à fait. Voilà. Donc, il se passe des trucs dans la Cité des Anges. Et donc forcément, il faut qu'on en parle. On s'installe. Peinard. En faisant la bise, c'est le petit apéro spécial Lakers-Clippers. Non, nous ne sommes pas en octobre 2019, en espérant qu'un stade soit complètement rempli et qu'on puisse avoir cette finale de conférence tant attendue. Une saison est passée, Dieu sait s'il a été incroyable, la plus longue de l'histoire. Mais aujourd'hui, après une grosse quinzaine de matchs sur cette saison 2020-21, eh bien les Lakers et Clippers sont tout en haut de leur conférence Ouest. C'est l'occasion de faire un point sur, j'annonce tout de suite la couleur, 2D. 2D quoi? T'es sur quoi? T'es en mode all-time ou t'es en mode actuel? Non, arrête. 2D2 ou 3 meilleures équipes de la NBA sur ce début de saison. 2D2. C'est les deux meilleurs. 2D2. Bon. J'allais dire 2D2, mais il y en a qui vont me dire T'as Philly. qui? Ah oui, Philly. Non, mais non. Je mets au-dessus les deux Los Angeles. On est d'accord. Parlons des deux meilleures équipes de NBA sur ce début de saison. On va devoir en parler. Ouais. Très très fort. Bah déjà, t'as les deux meilleurs bilans. Enfin, au moment où on tourne cette vidéo, hein, on sait que les Clippers vont jouer... Les Hawks, on n'a pas le résultat au moment où on tourne. C'est ça. Bon, ils vont jouer les Hawks sans Paul George ni Kawhi. Voilà. On peut commencer par les Clippers, du coup. Tout à fait. Sur une série de 7 victoires de suite, je crois, avant les Hawks. Ouais, Clippers impressionnants, notamment à domicile. Ils ont cette grosse série de victoires avec des beaux échanges entre Kawhi et Paul George. PG avait démarré tellement fort la saison régulière, il est complètement intenable. Kawhi, il est arrivé, il a fait... D'ailleurs, ils l'ont bien énervé en disant que c'était Jokic mérité, joueur de la semaine, mais Kawhi, il a dû se dire genre « Ah, je crois que je méritais moi aussi d'avoir quelques votes. » Ils sont intenables, les deux se rendent vachement bien la balle. Tyronn Lue. Beau boulot. Mais c'est bien, hein. C'est bien. Tyronn Lue et son staff, parce qu'ils ont un des staffs les plus extraordinaires de toute la NBA. Hein. Ils ont... C'est la mafia. C'est-à-dire ? Ils ont du beau monde. Ah, oui. Ils ont du beau monde qu'ils ont mis autour de Tyronn Lue. Il y avait eu du Kenny Atkinson dont on avait parlé, mais il y avait aussi d'autres assistants. Et même les joueurs, certains qui étaient là l'année dernière, le disent. T'as un sentiment vraiment de gestion du groupe qui est meilleur que quand c'était avec Doc Rivers. Et puis j'aime bien l'arrivée d'Ibaka aussi. Oh putain. Hein, ouais. J'aime bien l'arrivée de Nico Batum. Dis donc. On va en parler. On a deux joueurs vétérans, bourrés d'expérience, qui sont impeccables tous les deux dans leur rôle respectifs, hein, et qui font un bien fou tous les deux au collectif. Ouais, dans le il n'y a rien à dire là-dessus. Complètement. C'est clair et net. Quand tu vois les matchs des Clippers, tu là, tu fais ah ouais, Ibaka, ah ouais, menace à distance, ça défend, ça protège le cercle, c'est relou. Ouais, clairement. Et tu vois Nico Batum qui est clutch, qui fait le couteau suisse comme il sait faire à droite à gauche et tout. Enfin, tu vois, genre, c'est juste sûr. Deux recrutements absolument impeccables. Ouais, c'est les 2D, hein, parce qu'il y a évidemment eu du Luke Kennard qui a été récupéré aussi. Oui, il y a eu la prolongation de Marcus Momo qui a probablement pas trop été là dans l'effectif sur le début de saison, mais c'est vrai que c'est les deux nouveaux titulaires. Parce que tu as toujours ta traction, Pat Beverley, Paul George, Kawhi, mais maintenant les deux nouveaux titus, on a mis Ivica Zubac sur le banc. Mm-hmm. Et du coup, maintenant, tu as Ibaka et Batum qui sont parfaitement complémentaires parce qu'en plus, c'est de l'adresse extérieure, donc ça ouvre des boulevards. C'est des joueurs intelligents, les deux. Tout à fait, ça ouvre des grosses lignes de pénétration ou de jeu à mi-distance sur lesquelles Kawhi et Paul George sont juste complètement intouchables. Donc, c'est vrai que ce 5 majeur et cette complémentarité qu'ils ont avec le banc, pour le moment, côté Clippers, est vraiment top. Bah, deuxième meilleure attaque de la ligue, hein, depuis le début de saison, je parle d'offensive rating. Hein. C'est ça, et 11e en défense. Ouais, voilà, un peu plus average, on va dire, en défense. Ce qui, d'ailleurs, pourrait comment dire, progresser au fur et à mesure de la saison. On sent que parfois, il y a des petits moments de flottement qui sont aussi dus au fait que les gars doivent trouver certains automatismes entre eux. Mm-hmm. Moi, je pense que le 5 majeur, notamment Beverley, Kawhi, Paul George, Batum et Ibaka, ça doit pouvoir défendre mieux que average, pour moi. Ouais. Dans l'absolu. Hein, ils sont capables, ils l'ont montré sur certaines séquences. Exactement, donc à voir dans la longueur s'ils y arrivent. Ce qui est sûr, c'est que l'attaque est incroyable. Ah, ça joue trop bien en ce moment chez les Clippers. Le ballon circule bien, ça se fait confiance.
Et puis t'as les 2 stars qui sont en forme. Ouais. Parce que le début de saison de Paul George est absolument incroyable en termes de production offensive, de pourcentage au tir et tout. Là, l'autre, il a une micro, un peu baisse de forme quand même. Il a fait 1 ou 2 matchs un peu moins bons là et tout. Bah c'est pas grave, puisqu'il y a Kawhi Leonard qui l'autre fait, attendez, comment ça je suis pas dans la course au MVP moi Parce que c'est... Oui. Parce qu'en fait, je suis dans la course au MVP. Mais le patron, ça reste moi, non? Ouais. Oui, c'est ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 32 pions, 5 passes d'ess et 6 interceptions demandées à De'Aaron Fox sur les Kings. De'Aaron Fox, tiens, donne, gamin. Donne-moi la balle. Oh, elle est extraordinaire, cette interception en pleine course. Non, mais cette interception en pleine course, il y a quasiment que Kawhi Leonard qui fait ça. Ensuite, je vais jouer 2 fois au Casey. Je vais leur mettre 2 grosses races à plus de 30 points chacun. Puis, les pourcentages haut de phare, genre, c'est ultra propre, c'est du Kawhi Leonard dans le texte. Il y a des soirs où ça distribue plus ou moins que d'autres. Tout dépend de ce qui se passe autour de lui, des défenseurs ou des styles de défense qui lui sont proposés. Donc là, on a vraiment le monstre à 2 têtes Clippers qui commence à prendre forme. Ouais. On l'avait pas vraiment vu l'année dernière parce que Paul George il avait raté le début de saison sur blessure. Ah bah de toute façon il y a un... bien sûr, mais de toute façon il y a un mot qui n'a toujours pas été utilisé pour le moment trop de ce côté-là de la Cité des Anges, c'est load management. Pour le moment, ça joue. Cette saison, tu veux dire? Cette saison. Parce que l'année dernière, on l'a utilisé. Ah, on l'a utilisé. Non, mais c'est pour la continuité de quand tu dis on n'a pas pu trop voir Paul George. Là, il se manage pas, là. Tout à fait. C'est-à-dire que l'année dernière, on était en train de discuter avec les poteaux des Clippers en France de ce manque de véritable continuité dans le même 5 majeur, le même groupe, parce qu'il y a tout le temps un gars qui est mis au repos avec des faveurs. Les faveurs. Et on se souvient de ce qui s'est passé en septembre, où il y a le gros article, ou octobre, mais je dirais plutôt septembre, du gros article qui est sorti. The Athletic qui a fait... Kawhi est une diva. Tout à fait. Et alors, Paul George... Paul George, je vous en parle même pas, c'est une diva, elle n'a pas le niveau. Tu connais le bois de Boulogne? Mais donc, non, en effet, il y a eu des gros dossiers qui sont sortis sur les Clippers, et là, t'as l'impression que ils sont tous un peu... surconcentré le couteau entre les dents. Ivi Kazubak en avait parlé avant le début de saison en disant on va se ramener le couteau entre les dents. Vexés, donc nous on était les premiers à rigoler en disant ouais d'accord les Clippers qui vont se ramener avec début de saison ça se voit. Tout à fait. Et donc c'est notamment je crois que c'est le match justement face au Thunder ce dimanche soir ou lundi soir, dimanche soir je crois, où les reporters des Clippers disaient ces joueurs quand on leur dit qu'ils sont sur 6 victoires de suite ils disent ils sont pas du tout dans cette espèce de prise pour acquis qu'on pouvait voir précédemment, où là en fait ils se disent on a beaucoup de choses à prouver, il faut qu'on soit sérieux tous les soirs. Ils vont de l'année dernière, j'espère. Et donc tous les soirs tu as une équipe qui joue en attaque, c'est vraiment un putain de régal de regarder les Clippers. 42% à 3 points, en collectif je parle de l'équipe. C'est sale. C'est chaud. Et ça joue trop bien. Paul George, il est à 24 points, je les ai sous les yeux là, 6 rebonds, 5 passes environ, 50% au tir, 48% de loin. 91% sur la ligne, c'est pas la peine de faire faute. Et l'autre, là, avec ses grandes mains, il est à 26 points, un peu plus de 5 rebonds, quasiment 6 passes, 50% au tir, 42% de loin, c'est pas la peine de faire faute non plus. Il y a 2 interceptions par match, enfin... Les deux, là, ils sont très très sales. C'est-à-dire qu'on est sur... À 2, là, on est sur du 50-12-12, des pourcentages 50, 40, 90. Tu vois KD, tu fais 2 fois KD. non, mais ils sont un peu en dessous de KD, bien sûr, par contre. Non, mais tu vois, d'une manière générale. Non, mais dans leur productivité et efficacité, ils sont très très forts. 50-12-12 en 50, 40, 90. C'est ça. C'est un duo incroyable. Et en plus, ça défend. Bien sûr, bien sûr. Alors, leur défense globale est un peu average, mais comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, ils sont capables. Ouais. Par séquence, il faudrait que ça soit des séquences un peu plus longues, encore que pour l'instant ils en ont pas non plus tellement besoin. Ils ont mis beaucoup de roost aussi, ils ont mis de la roost. On venait de se poser des questions autour du Jazz, où j'étais le premier à parler de tests. Ils ont mis des roosts à des... Enfin tu vois, je veux dire, Kawhi qui met la fessée aux Kings et 2 fois au Thunder. Ça va. Merci. Enfin, je veux dire, quelque part, 1 et 1 font 2. Donc, je suis d'accord, mais au moins il le fait. Et ça les a pas empêchés lors de l'opening de vraiment bien verrouiller les Lakers, qu'ils ont battus notamment. Ils aiment bien ça, battre les Lakers en opening. Tout à fait. Ils ont fait en attendant voir la suite. Ouais, tout à fait. Attention, Noël, c'est passé maintenant. Pour le moment, ils ont vraiment géré. Tout à fait, ils ont mis des grosses roustes. C'est très difficile de parler du début de saison des Clippers sans mentionner ce dimanche soir face aux Mavs, qui est quand même la tâche de ce début de saison. C'est que
Il pourrait même faire une winning streak de 10, qu'il y a des gens qui vont faire. Mais vas-y. Mais t'as vu le match de Mavs ? Et ils ont perdu de 70 points contre Dallas. Ouais. Ça a vraiment, à mon avis, piqué l'ego des joueurs qui se sont dit, ok, on a encore du boulot. Je pense aussi, ouais. Et puis, je pense aussi qu'il y a, comme on l'a dit, donc il y a les très bonnes arrivées Ibaka, Batum. Je pense qu'il y a un travail global qui commence à fonctionner aussi dans le groupe. On a vu toutes les déclarations. Nico Batum qui a été papa pour la deuxième fois, si je dis pas de bêtises, venir, tout à fait. avec sa femme donc à la maternité, et quand même Nico qui vient jouer. 3 heures après. Ouais, 3 heures après. Tu sens que il y a eu les déclats, il y a eu Kawhi notamment qui s'est exprimé là-dessus, Paul George et tout. Tu sens qu'il y a un truc aussi, et c'est important pour gagner au basket, faut que le groupe. On emploie toujours le groupe vit bien, bah oui, mais c'est tellement important en fait. C'était pas le cas l'année dernière. Et je pense que des Ibaka et des Batum font un bien fou dans ce sens. Bien sûr. Un bien fou. Clairement. C'est marrant que tu mentionnes cette histoire de Nico et tout, et de la naissance. C'est un petit exemple, mais il a son importance. Tout à fait. Il y a l'apport dans le jeu de Nico qui est. Enfin, t'as l'impression qu'il renaît. C'est-à-dire qu'en soi, à Charlotte, c'était une galère, et là, t'as l'impression que c'était le fit parfait. Ouais. C'est-à-dire qu'il lui fallait aucune pression offensive, la capacité à pouvoir sanctionner s'il le faut, à être dans l'exécution et s'assurer que le groupe vit bien. Je fais mon taf défensif, je vais être couteau suisse, et on va dire waouh, il y a une vraie différence depuis que Nicolas Batum est arrivé. Et puis c'est le fit parfait pour Nico, et c'est le fit parfait Kawhi et Paul George. Pardon ? Non, bien sûr. C'est parfait. Ouais, c'est parfait. L'exemple que tu sors par rapport à la naissance de la nouvelle fille de Nico, c'est les réactions du groupe graves. Quand t'as eu Kawhi d'ailleurs qui parle avec Paul George et Marcus Morris qui disent waouh, c'est incroyable. Et en même temps, Nico aussi qui, je trouve, est-ce que c'est voulu ou pas ? J'en sais rien, et peut-être qu'il aura l'occasion de répondre à ça, ce serait chouette, mais qui dit aussi, les gars, genre, on est all-in cette année. On veut gagner. Genre, oui, en effet, ça aurait été logique que je prenne ce match off, etc. Mais non, en fait, genre, il faut qu'on fasse certains sacrifices, etc. Il faut qu'on fasse des gestes. Je connais aussi la ligue d'une certaine manière. Puis Nico, contender, potentiellement, ça serait sa première chez un vrai contender. Exactement. Sans faire offense aux Blazers de l'époque. Non, mais exactement. Tout à fait. On est quand même sur autre chose. Là. Tout à fait. Mais donc, ce move était assez intéressant, cette situation, parce que c'était marrant de voir Nico comme ça et ses coéquipiers agir ainsi. Ils sont sur une très très bonne... Le groupe vit très bien. Ils sont là en déplacement sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. On verra quand Paul George et Kawhi reviendront de leur safety and medical protocol. Hein. Et c'est là-dessus qu'on va croiser les doigts pour que ce soit pas le genre de virage pour les Clippers où ça a bien démarré la saison, mais à cause de Covid, cas contact, machin, et ben t'es obligé de te prendre quelques défaites à la pour le Williams de démarrer la sienne, peut-être ? Qui m'avait fait oublier qu'il était aux Clippers tellement son début de saison. Oh la vache ! C'est Lou Williams ou c'est... Ou c'est Williams. Ou c'est Tonton Lou. Ouais. Qu'est-ce qu'il a ? Il est blessé ou quoi ? Quelque part. Non mais juste... C'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'il a ? Quelque part, c'est pas plus mal. Je sais pas, ça sert quand même un mec comme ça en sortie de banc. Bon là, ils en ont pas besoin. Ça va servir, mais du coup, t'as plus de responsabilité pour Luke Kennard, t'as Reggie Jackson qui est out of nowhere, Ted. Enfin, c'est... Lou Williams. Ah bien sûr, bien sûr. Là, les matchs des Clippers... Ah non, mais moi, c'est face au Thunder, il est rentré en jeu, j'ai fait... Ah oui, putain, Lou Williams. Lou Williams, c'était là, tu es... Il joue aux Clippers. Je sais pas ce qu'il a, là. Ah, ouais. Bah, tu fermes tous les strip clubs et... Compliqué. Mentalement, il peut pas suivre, quoi. Il est fatigué et triste. Bah, Harden ne l'a pas aidé sur le coup, quoi. À partir du moment où lui a fait la tournée des 50 strip clubs des 50 États et qu'il a vu que c'était un shitstorm médiatique, à mon avis, Lou Williams, il a dû dire je vais devenir monogame. Ouais. On verra ce que ça donne. Ils ont donc quelques déplacements. Miami, Orlando, New York, Brooklyn, Cleveland. Pourquoi pas. Mais pour le moment, en tout cas, hyper séduisant, ces Clippers autour d'un Tyronn Lue qui déterminé, qui définit bien le titre. Tyronn Lue, on n'a pas beaucoup parlé, sauf en ricanant, mais il a dû, à un moment donné, avoir le bon discours. Mais oui. Non, mais c'est vrai en plus. Mais oui. Tu vois. Ensuite, on verra sur la longueur. Ah bon, on verra quand ça va moins bien. On verra quand il y aura des exécutions à gérer en fin de match ou des choses comme ça. Parce que là, il y a eu quelques bonnes choses. Hein. Mais bien sûr. Après, Tyronn Lue, il a aussi les joueurs pour faire la différence et tout. Mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un mec qui dessine des trucs. Hein. En Batum, il se retrouve dans le corner ouvert. Bon, il le met, hein, Nico. Ouais. Mais elle est bien, l'action. Tout à fait. Ou quand tu perds de 75 points contre Dallas, derrière, tu mets une winning streak. Voilà. Tu essaies de te redresser. Donc oui, forcément qu'il a son impact. Et on sait, Tyronn Lue, on le jugera sur les playoffs comme les Clippers. Mais en l'état, on ne peut pas aborder une saison en se disant on vous attend en playoff et on ne vous juge pas de la régulière. Il y a des vraies modifications là sur le début de saison et elles doivent être soulignées. Ouais.
Et pour l'instant, c'est impressionnant, c'est très positif. Rien à dire. Maintenant, ce n'est pas la seule franchise de Los Angeles. Non, effectivement. Il y a des mecs, là, ils jouent en jaune. Je peux dire que ça rit jaune. Ça rit très très jaune chez les adversaires. C'est l'occasion de parler de nos amis les Lakers. Qui meilleur bilan de la ligue au moment où on fait cette vidéo, 14 victoires pour 4 défaites. Ouais, qui au moment où on tourne ont la meilleure défense de toute la NBA. Meilleure défense en defensive rating et une attaque 6e ou 7e. C'est ça. Le meilleur net rating, ils ont un net rating de quasiment 10. C'est gros, c'est beaucoup. Le leader dans la course au MVP. Oh, faut voir. Oh putain. Ça va les Cavs? Bon, après, il y a un dirigeant apparemment qui a voulu jouer au malin quand même. Arrête! Combien de fois il faudra le répéter? On l'a dit plein de fois. Arrêtez! Voilà, tous ces gars-là, arrêtez de chauffer. Bon, il est plus là pour en parler, mais Kobe, Michael, tout ce qui est Michael, LeBron, ce genre de catégorie de surmonstres là. Arrêtez! Putain! Tu les chauffes pas comme ça pendant les matchs. Merci pour nous, mais c'est pas drôle pour les joueurs. Parce que derrière, ils roulent sur Cleveland. LeBron a été absolument énorme. On va parler des Lakers au global, parce que là, on faisait toute la description, net rating, defensive rating, offensive rating. Pour le moment, au moment où on parle, les Lakers n'ont pas perdu un seul match en déplacement. Ils sont à 10 victoires pour 0 défaite. En gros, se déplacer, c'est de l'eau. Nous sommes chez vous, nous sommes chez nous. Et donc, pour le moment, c'est très très bien. Tout ça avec donc un gros LeBron, du bon KCP quand il faut. On a Montrezl, du bon Schroeder-Harrell. Schroeder-Harrell, ça va. Ça bricole quand même plutôt bien, tout ça. Tout à fait. N'importe quoi. Marc Gasol. Bon, écoute, il distribue une petite passe d'Es backdoor de temps en temps. Voilà, il est là, quoi. Assez séduit, tout à fait, assez séduit quand même, parce qu'il avait été prolongé pendant l'intersaison en secret total parce qu'apporte Kyle Kuzma cette saison. Il score un peu moins, mais je préfère comment il joue, moi. Tout à fait, pareil, de l'effort offensif, du shoot à 3 points. Il y a des choses qui sont meilleures, tu sens qu'il est un peu moins sur. Genre, je dois scorer, t'as l'impression qu'il comprend un peu mieux son rôle. Ouais, c'est bien, KCP vraiment super. Et tout ça, alors que Wes Matthews, c'est Wes Matthews. Bien sûr. Il y a un peu de Marquis, l'effectif, et on va pas le refaire, il est hyper profond et tout. Même vu du. Comment il s'appelle avec ses bras hyper longs, là, le fils d'Igodala. T'as Norton Tucker. Voilà, bien sûr. Caruso qui a fait son retour dans la rotation, donc ça aide. Tout ça dans le sillage d'un LeBron. Bien sûr, qui est énorme. Il n'y a pas que Cleveland, là, on parle que des Cavs parce que c'est tout récent, mais. Non, bien sûr, tout le monde a été sali, mais tu fais. Une saison de LeBron. Tout à fait. Tu fais tout ça. Tu fais tout ça alors que Anthony Davis est à côté de ses pompes. Non mais il est à côté de ses pompes. Et en soi, pourquoi pas ? Ils ont le meilleur bilan de la NBA avec Anthony Davis qui est à 40%. Non, il est à côté de ses pompes en attaque. Non mais Anthony Davis là en ce moment. Oui. Il joue à combien de pourcents ? Bon que d'habitude. Alex, il joue à combien de pourcents ? Ah oui, il joue pas haut, c'est clair. Il est à 40%. Oui, mais enfin, c'est pas ses pourcentages. Il baisse quand même 22 points, 9 rebonds, les shoots, les pourcentages sont bons. Il joue à 40%. Et il joue bien en défense. Mais tout à fait. Il défend bien. Tout à fait, mais ça reste Anthony Davis. Je suis d'accord, c'est pas un très beau début de saison. Je suis d'accord. Le début de saison d'Anthony Davis, c'est que tu as eu pas mal de. D'ailleurs, même ses positions ont même changé au niveau de ses choix de shoot. Un peu plus sur l'extérieur, ce qu'on avait pu voir parfois, il avait des bonnes positions intérieures. Juste. Voilà, avec Montrezl, c'est pas la même chose qu'avec bien sûr qu'avec du Dwight et tout tu vois, c'est différent. Je soulignais juste parce que on a des Lakers qui sont vraiment impressionnants en attaque et en défense, qui ont eu quand même beaucoup de modifications dans l'effectif. Là, on venait de parler des Clippers. On avait dit avec le Jazz, continuité, etc. On venait de parler des Clippers qui ont intégré de nouveaux joueurs dans le 5 majeur, qui ont eu des modifications, mais là, quand même, il y en avait pas mal. Il y avait pas mal de grosses modifs. Schroeder, c'est nouveau. Marc Gasol, c'est nouveau. Bien sûr. Bien sûr. Wes Matthews et tout. Donc là, maintenant que tu les as intégrés, t'as l'impression que ce groupe, ça y est, ils savent tous comment ils doivent jouer. C'est fou. Ils font confiance à LeBron qui est dans une forme. Enfin, c'est compliqué parce qu'en plus, c'est lui qui a joué en dernier. C'est compliqué, ouais. Parce que c'est lui qui a joué en dernier en octobre. Parce que normalement, tu vois, Miami qui démarre un peu lentement, tu te dis, bon... Normal. Bubule. Ouais. Mais LeBron... Bubule. LeBron est complètement indécent. Il est leader pour moi de la course au MVP. Après... Il est en 26-7-7, hein, comme d'hab, 26-8-8 ou... Enfin, Attends, bouge pas. 25,2 points à 50% au tir, 41% de loin, bordel. Presque 8 rebonds. 7 passes et demi. Tranquille, quoi. Hein ? Tout doux, hein.
Tranquille, et ça gagne, quoi. Et ça gagne, et ça gagne encore, quoi. Il a joué tous les matchs, Bonbon, Bien depuis sûr. le début de la saison, 18 matchs. Et là, tu vois, on parlait de tests, que ce soit pour le Jazz ou là, quand on parlait des Clippers, etc. Je veux dire, tu vas à Milwaukee. Salut. Tu vas à Milwaukee, et bon, le taf global des Lakers sur Giannis et sur les Bucks a été vraiment très bon. LeBron, dans tout ça, sanctionne à distance, est parfait, 34 points. C'est vraiment un match où on est ressorti de là et on s'est dit, bon, depuis que tu as fait un peu le gogol en voulant te mettre la couronne sur la tête, là, Giannis, LeBron l'a un peu pris personnellement. D'être dans la course au MVP et d'avoir 16 votes il avait eu par rapport à Giannis qui a été MVP la saison dernière. Tu sens que LeBron l'a pris perso et que ce match-là à Milwaukee, mais c'était... Allez vous le refaire si vous pouvez parce que c'est vraiment c'est un match de daron avec des plus jeunes. Ouais. Et puis... Il contrôle. Donc là, ce qui va être intéressant à suivre, c'est genre, je pense pas que LeBron va jouer tous les matchs de la saison quand même, faut pas déconner. Non. Il va se faire l'autre manager à un moment ou un autre. Oh. Est-ce que ça va coïncider avec la mise en route d'Anthony Davis ? Oui, d'accord, faut rattraper Karl, mais ça va, il a encore 10 saisons devant lui. Karl Malone pour ceux qui l'ont. Il est large, hein. Oui. Franchement, 10 saisons, 1500 points par an. Ça va, ça le fait. Ça, il est à mi-carrière, là, LeBron. Ça va arriver à 50 000 points sans problème, ça. Bref. Ça va coïncider avec AD. Et c'est ça tout le truc des Lakers, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand AD va commencer à chauffer, ça m'énerve déjà. Tu peux très bien avoir quelques matchs où le bonbon, là, il a une petite alerte à la cuisse ou une petite alerte à la cheville. Hop. Tiens, le road trip, je viens pas, moi. Est-ce que tu connais la balle ? Personne va rien lui dire du tout. Il va partir en vacances. Vont gagner des matchs, tout pareil. La même. C'est ça qui est assez fort avec cette équipe. C'est fort aussi, là, le travail de Frank Vogel. L'autre, on sort jamais son nom. Il y a un beau boulot, depuis 1 an et demi qu'il a repris les Lakers. Bien sûr. Il y a du beau boulot. Du beau boulot je veux dire, l'intégration de Dennis Schroeder et Montrezl dans les rotations, elle est bonne. On parlait tout à l'heure du développement de Kyle Kuzma. Je pense qu'il doit être causé un peu avec LeBron, mais je pense que le coach n'y est pas pour rien non plus. Oui, évidemment. Donc c'est vachement intéressant de voir ça. Et c'est vrai, tu as raison d'en parler d'Anthony Davis qui est à 12%. Marc Gasol qui sera intéressant aussi parce que c'est pareil, Marco, là, il joue... tu vois, Marco, il joue... il joue peinard, quoi. Il joue tranquille, quoi. Ouais, mais n'empêche que bientôt son peinard, ça deviendra vite son max parce que on est proche de la porte de sortie. Il en chie. Ah oui, mais il sert. Mais évidemment c'est toujours Marc Gasol. Il sert. Et puis tu vois, en play-off, quand il pourra pas jouer parce que trop lent et qu'il faudra mettre quasiment que du AD et du Harrell dans la raquette, tu vois. Marc Gasol, il fera pas de soucis, mec. C'est quoi, je vais faire tourner les serviettes, moi. C'est bien pour ça. Non, mais d'accord ou pas ? Tout à fait. Ça, c'est bien, ça. C'est bien pour ça que quand on avait fait l'apéro des Sixers, on l'avait noté, donc on le remet dans l'apéro des Lakers, 28 janvier, c'est donc ce jeudi, si je dis pas de bêtises, Lakers-Sixers, donc Joel Embiid, donc t'es content d'avoir Marc Gasol notamment, parce qu'il a une certaine expérience. Quand tu es une semaine après, le 5 février, Lakers-Nuggets, Denver, finale de conférence, donc cette fois tu as Marc Gasol aussi pour affronter Nikola Jokic, donc viens me sortir sur l'extérieur, viens me chercher. Il va être utile, c'est sûr et certain, mais pour revenir sur le point dont tu parlais là par rapport à Anthony Davis, t'as ce sentiment limite tellement bien préparé en avance de la part des Lakers qui est, bon, si LeBron est sur ce rythme-là, très bien. Autant qu'il joue, puisqu'il n'est pas trop mauvais au basketball. Et il va se régaler, et honnêtement, si ça peut coïncider vers mi-février, fin février, si tu peux être à peu près 3 fois joueur de la semaine sur le mois de mars. Comme ça, LeBron, lui, il se prend 10 jours. Comme ça, LeBron, il va à la bowl tranquillou. 10 jours fin février jusqu'à avec la petite Savannah, pause, bien sûr. Et là, du coup, oui, load management total, et du coup, tu te retrouves dans la gestion totale de la saison régulière, ce qui est la marque, une des marques premières des grandes équipes championnes. Bien sûr. C'est tu te ramènes en playoff en disant, bon, t'es bon, t'es prêt, ouais, toi aussi, toi, bon, ouais, ça va, ah, bien, nickel. Bon, on y va. Ramenez Utah. Ouais. Ah la vache. Ah là là là. Ramenez le Jazz. Non, pas Utah, parce que Utah, ils seront pas là au premier tour contre les Lakers. Ramène Lillard. Ouais, on va vous fumer. Ramène Lillard. Il a encore ouvert sa bouche. Ah, c'est bon ça.
Nickel. C'est un Caruso parent presse tout terrain. Qu'est-ce qu'il a tweeté, McCollum? C'est bon, ça, nickel. Il a sorti une paire de chaussures en hommage à... Non, c'est sûr. Oh là 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 là. Ça démarre très très bien pour les Lakers. Hyper impressionnant de voir les modifications qui ont été faites. Je pensais pas qu'il démarrait aussi pied au plancher, en fait, moi. Moi non plus, parce que normalement, on allait la sortir. C'est pas que LeBron, il jouerait tous les matchs. Moi non plus, mais je pensais pas qu'il jouerait 20 ans comme ça. Mais... On a sorti avec Miami l'excuse, on avait préparé le Joker pour les Lakers. On avait dit, vous venez de jouer jusqu'au 12 octobre, ça va démarrer lentement. Ils sont numéro 1 de la NBA avec les meilleurs ratings. Et en plus, quand tu les regardes jouer, ils donnent pas du tout l'impression de forcer. Pas du tout. Tu vois, les Clippers, il y a un côté genre, ils ont faim là, ils sont vénères, ils jouent dur et tout. Putain, les Lakers. Tu vois, on l'a dit, Anthony Davis, franchement. Franck, prends un temps mort. Non, franchement, ils donnent pas cette sensation. Bien évidemment qu'ils jouent sérieux et qu'ils jouent dur. T'as pas la meilleure défense de la ligue comme ça pour rien. Juste, tu sens qu'il y a un côté sérénité, un côté plénitude, un côté genre, joueur au monde. On domine quoi, on domine, on est organisé pour dominer, donc bah oui, on gagne les matchs. Voilà. Il y a eu un petit loupé face aux Warriors, c'est arrivé, voilà. Ouais, ça, le chef a pris feu là, ils ont un peu pris de haut, ils ont merdé en attaque. Ouais, c'est vraiment. Le chef a pris feu, c'est une conjonction de choses qui font qu'ils ont perdu. Ouais, si les Lakers reviennent en fin de saison et se disent il y a un match vraiment on aurait dû le gagner 1500 fois et on l'a donné à l'adversaire, c'est celui-là. Ouais. Tu l'as donné, bon voilà, c'est comme ça, ça arrive, mais tu t'es bien redressé derrière puisque là ils sont donc sur 3 victoires de suite. Déplacement. Eux non plus, ils ont pas trop de problèmes de protocole Covid et tout. Ouais, trop. Tout à fait. Mais il y a eu quand même tout à fait. Mais il y a eu quand même des entrées, des sorties. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de Caruso, puis il est dû rentrer dans l'effectif. Non, mais ça va, tu vois, c'est pas genre là, les Clippers, ils perdent Kawhi et Paul George d'un coup. Bien sûr. Ou genre, je sais pas, le Heat qui a eu son effectif décimé pendant plusieurs matchs et tout, tu vois, c'est ça que je veux dire. Déplacement à Philadelphie, déplacement à Détroit, déplacement à Boston, 31. Là, il y a 3 dates à retenir. Vraiment. Contre les Sixers, le 28. Important. Contre les Celtics, le 31 janvier. Quand même. C'est un gros match, hein. Bien sûr. Contre Denver, le 5 février. Et après, on fait un petit break, parce qu'il y a 2 fois le Thunder et Memphis. No disrespect, mais on verra. Sur ces 3 matchs, on veut continuer sur les masterclass. Et continuer à se régaler, parce que par rapport à l'année dernière, c'est marrant, il y a un... Comment comparer ces Lakers avec ceux de l'année dernière qui sont champions? T'as un petit peu plus de liberté sur pénétration pour des Dennis Schroeder, par exemple? Une force qu'ils n'avaient pas avant, ils n'avaient pas forcément ce type de profil à la Schroeder et à la Harrell. Moi j'ai l'impression qu'il y a un meilleur spacing aussi, offensivement. Moi je trouve que... En fait, spacing c'est pas le bon mot. Non. Il y a une meilleure variété. Ils ont plus d'options. Il y a une meilleure variété offensive. Montrezl on peut dire ce qu'on veut. En plus, il est encore un peu en rodage dans le délire. Let's go. Mais en fait, les points que Anthony Davis met pas là, il y a Montrezl qui les met. Hein. Ouais, ils sont à Milwaukee, ils ont besoin de scoring. Bien Dwight Howard et Javal McGee en attaque, c'est quand même pas Montrezl. Et tout à fait. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'ils ont ces options dont tu parles. Offensivement, ils sont justes. Ils ont un playbook encore plus étoffé puisque tu as des options que tu as avec Schroeder et Harrell que tu n'avais pas forcément. Surtout que tu as remplacé certains postes par poste. Je veux dire, Wes Matthews sur rien, tu vois Danny Green, bah vas-y. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Là où on s'y attendait pas, c'est qu'on avait, je pense, le sentiment que ça pouvait y perdre défensivement. Ah non. Et là, je te dis, Anthony Davis, on est vache avec lui parce qu'il fait le taf. Mais non, mais attends, défensivement, il est énorme. Et évidemment, défensivement, il est énorme. Mais... Il est incroyable défensivement. Mais tu sens qu'il est à 40%. Tu sens qu'il est en tongue. Mais quand même, il est incroyable. Parce que là, il y a eu des matchs où il a pris vraiment des petites fautes, où il s'en battait les couilles, où il s'est pas battu sur des rebonds, et il sort du terrain un peu entré dans les jambes. Et il y a un moment où LeBron va faire genre. Tiens, on le gagne celui-là. Gros. C'est bon, t'as bien kiffé, vas-y. Énerve-toi un peu, parce que là, moi, je commence à saturer, je suis en 36-6-6. Puis je viens de fesser la moitié. Je te rappelle que je pourrais être ton père quand même. Je viens de fesser 13 des 50 états. Donc ce serait bien que tu t'y mettes. Maintenant nous vient évidemment le gros sujet, parce que là c'est sympa évidemment de parler des Lakers d'un côté et des Clippers de l'autre. La finale de conf. C'est ça. Hein, c'est que l'année dernière on a démarré mais merde. Hein? Pas tous les ans. Cette année on la veut là. On la veut. Désolé le Jazz ou les autres franchises. Les Lakers Suns, ça. Finale de conf. Ça suffit.
L'année dernière, on a démarré la saison, on s'était dit, wow, Lakers, Clippers, on veut absolument cette affiche en finale de conférence. Certains n'étaient pas d'accord, mais bon, on la voulait, on l'attendait. Au moment où la saison s'arrête, on vient de vivre un énorme Lakers Clippers à Los Angeles. On avait vécu ensemble avec des copains à Lyon. Et on attendait ces deux équipes au bout. On sait ce qui s'est passé avec les Clippers, Playoff P et compagnie, Doc Rivers. Est-ce qu'il y a une équipe là qui est capable de pointer son nez et de dire ça se passera pas comme ça à l'Ouest? On a démarré cet apéro là-dessus, Alex. On est d'accord que ce sont deux des deux meilleures équipes de NBA sur comme ça, là, de toute façon. Mais, donc il y a quand même un petit écart entre Lakers, Clippers et le reste de la concu quand même. Ouais. Je pense que là, les playoffs, on verra, il y a encore 55 matchs à jouer par équipe, donc attention, tu vois. Mais à aujourd'hui, tu me fais démarrer les playoffs, je mets Lakers et Clippers favoris de n'importe quelle série jusqu'en finale de conf, en gros. Pas toi ? Si. N'importe quelle série. Parce qu'en plus, je pense que là, ce qu'on voit, en plus, c'est des équipes capables de s'adapter avec des effectifs assez profonds. Donc, même en cas de petites blessures ou de contre-performance de certains joueurs sur la série, ils ont de quoi boucher des trous. Anthony Davis peut jouer comme ça en play-off et tu sais que ça a gagné des matchs. Je sais pas, enfin voilà, Kawhi Leonard, il s'est fait mal à la bouche, là, il a été un peu moins performant, enfin, vite fait, Ça gagnait quand même parce que Polo était en feu, parce que Ibaka, parce que Batum, enfin, tout ce qu'on a décrit précédemment. Donc oui, non, moi, là, aujourd'hui, je ne vois pas, là, tout de suite, d'équipe capable de les battre sur des séries en 7. Tout à fait, et quelque part, ce sera... Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste... Tout à fait. S'il y a un nouveau Denver qui nous fait une dinguerie comme ça, très bien, formidable. C'était une dinguerie. Et c'était une dinguerie. Mais c'était un comeback de 3-1 lead. Tout à fait. C'était une dinguerie, quoi. Mais je crois que là, tout à fait, sur les 18 premiers matchs de la saison, si on se retrouve à séquencer encore cette partie et qu'on se retrouve Du coup, c'est quoi? C'est le 29 juin? Putain, tout est décalé maintenant. Et qu'on se retrouve le 25 juin. Les finales de conf? Ouais, ça va être... c'est vers la deuxième quinzaine de juin, quoi, du coup. C'est parce que, tu vois, tu vas avoir des playoffs qui vont démarrer vers le 20 mai. Ouais, c'est 22 mai, tu rajoutes 2 semaines. Ouais, c'est ça, c'est à partir du 25 juin. C'est vers le 20 juin, quoi. Ouais. Un peu plus. Si là, on se ramène et qu'on n'a pas Lakers Clippers en finale de conf, bien heureux à celui qui se qualifie, mais l'équipe qui n'y aura pas été jusqu'à ce stade minimum... une déception. C'est une grosse déception. Ouais, bien sûr. Bien sûr que ce sera une déception. Après, si déception il y a, on regardera les circonstances de la déception. C'est-à-dire qu'on verra si c'est un énorme choke comme les Clippers de l'année dernière, ou est-ce que c'est genre les Clippers encore, mais ouais, mais tu comprends, Kawhi s'est fait la cheville, je sais pas quoi, tu vois, genre des circonstances atténuantes, quoi, entre guillemets, quoi, ou voilà, LeBron s'est fait la cuisse, j'en sais rien, moi, tu vois, voilà. Les blessures, ça fait partie du sport de haut niveau, hein, les Warriors peuvent en témoigner. Non, mais tu vois, donc du coup, voilà, il peut y avoir des circonstances, mais concrètement, je veux dire, à effectif complet, qui joue ces équipes-là en 7 ? Franchement, je veux bien, hein, dans les commentaires, dites-moi, là, dites-nous, qui joue droit dans les yeux, en gagnant ces équipes-là sur 7 matchs ? À l'Ouest ? Mais même à l'Est, en fait, en NBA. Je dis pas qu'il n'y a pas des équipes qui peuvent pas. On va me dire Philadelphie, on va me dire Milwaukee, on va me dire les Nuggets. Bien sûr, ce sont des équipes bourrées de talent, avec des effectifs profonds, de la superstar, tout ce que tu veux. Mais qui c'est qui joue vraiment le mieux au basket en l'état, les deux favoris pour le titre, voilà, c'est Lakers et Clippers. Et on veut avoir cette série-là. Il en faut une parce que on verra comment évolue Brooklyn, on verra comment évolue Philadelphie, on verra comment évolue Milwaukee aussi, tu vois, ou Boston. Il y en a des équipes avec du fort potentiel à l'Est, attention, hein. Je dis pas le contraire. Juste voilà, est-ce que vraiment aujourd'hui on peut dire que sur des séries en 7, tu vas pas mettre Lakers ou Clippers favoris face à ces équipes-là? Putain, franchement. Après, évidemment, tout à fait, je suis d'accord. Après, les questions qu'on se posait là juste en off tout à l'heure, c'est quand tu compares à la saison dernière, mais je veux bien l'avis des gens là-dessus, c'est les Lakers de l'année dernière versus les Lakers de cette année, on peut les considérer encore meilleurs cette année que ceux de l'année dernière? Offensivement, oui. Défensivement, ils ont l'air aussi forts. Ils ont l'air d'être sur des bonnes bases. Mais offensivement, oui, moi je les trouve un peu meilleurs, vraiment. Je suis d'accord. Ces Clippers sont meilleurs que la saison dernière. Meilleurs tout court. Je suis d'accord. Sur tous les aspects. Ouais. S'ils continuent avec cette mentalité-là, ils vont être ultra relous. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que autant les Lakers évidemment ont augmenté leur niveau de jeu, autant il y a un cap qui semble être passé côté Clippers et qu'on a envie de voir
en play-off. Oui, clairement. Eux, ils ont des confirmations à nous faire. Et ils ont des confirmations à faire à partir du 22 mai. Le 22 mai, nous aurons Picham chez les James, comme on dit. Je peux juste vous confirmer en regardant le calendrier qu'il n'y a pas d'autres Lakers Clippers avant le break de mars. Donc voilà, le premier c'était celui de l'opening. Il y en aura d'autres après, il y en aura d'autres par la suite, évidemment. Dites-nous ce que vous pensez de cette Battle de Los Angeles. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que ce sont les deux meilleures équipes de NBA selon vous en l'état? Qui peut les battre? Krusty bat. Et puis, à moins que tu aies un mot de la fin à ajouter, on se retrouve en finale de conf. Allez. Des bisous. Ciao.